Chartreuse est un email, celui que j'ai reçu un lundi soir de décembre 2015, me demandant si j'accepterais d'être la plume pour écrire un ouvrage dédié à la liqueur des pères chartreux. Quelle responsabilité, quelle confiance et quelle émotion, surtout pour moi qui a sorti mon premier bouquin il y a 30 ans et qui s'appelait Grande Chartreuse, un rêve merveilleusement inaccessible. Et presque aussitôt, ça fait ressurgir en moi un souvenir, celui d'une petite fille d'une dizaine d'années qui se promenait autour du monastère et qui au retour avait écrit un poème un peu maladroit, commençant par ces mots: autour du grand couvent, j'ai vu passer les moines blancs. La petite fille d'alors ignorait qu'un jour, on lui demanderait d'écrire sur ces moines blancs. Alors, c'est d'avoir été unis pendant 28 ans à une communauté de partenaires, engagés dans une même histoire, un même élan, un même service, surtout pour les Chartreux. Et en tant que directeur du musée de la Grande Chartreuse, peut-être de l'être davantage dans une communion. Oui, en ce qui me concerne, ce n'est pas tant un lien, c'est, je vais dire, une évidence. La Chartreuse, ça a été un peu toute ma vie, puisque je suis arrivé dans la région de la Chartreuse. Et pour habiter en face de la distillerie des moines de la Chartreuse, j'avais une quinzaine d'années. 10 ans plus tard, je suis rentré dans la société et j'y suis resté jusqu'à la fin de ma vie professionnelle. Alors pour moi, évidemment, le lien le plus fort, ce sont les pères. J'ai eu la chance de rencontrer il y a 40 ans un prieur général qui était Don André, quelqu'un qui a beaucoup marqué l'ordre. Il a été prieur pendant plus de 30 ans. C'était quelqu'un d'exceptionnel. Et je reconnais que quand on a passé 1 heure dans sa cellule, ce qui m'est arrivé à ce moment-là, eh bien, on fait comme si on entrait en religion. Et depuis, je n'ai pas quitté les pères chartreux, tant j'étais impressionné par ce moine, et tant il m'a séduit dans l'aide que je pouvais éventuellement apporter à l'ordre. Je dirais que c'est plutôt un lien historique et qu'il est venu avec une trentaine d'années de présence, parce que quand j'avais une quarantaine d'années, ou peut-être un petit peu moins, on m'a parlé de cette liqueur qui était fabriquée dans le pays de mes ancêtres, qui était fabriquée par des moines et qui pour moi était une liqueur un petit peu de vieux, un petit peu de la liqueur de mes ancêtres. Et à ce moment-là, elle se remettait beaucoup en cause. Et là, au nom de la liqueur, j'ai décidé de travailler. Et ça a été une passion qui m'a fait découvrir un univers professionnel exceptionnel, un produit merveilleux, et puis derrière, des gens, des moines qui sont une équipe comme on ne rencontre jamais. Je crois que ce que j'ai voulu montrer au fil du travail que nous avons effectué, c'est que l'histoire de la liqueur n'est pas le fruit d'un concept marketing depuis le départ, mais au contraire, c'est le résultat de toute l'histoire contemporaine qui a malmené toutes les institutions, qu'elles soient ecclésiales, qu'elles soient publiques. Et la liqueur, les Chartreux n'y ont pas échappé. Alors il y a eu une recherche au niveau historique et le révérend père a ressorti tous les archives que nous avons sur la liqueur, donc vraiment les plus précieuses, disons. Et effectivement, donc il a recherché au niveau historique quelles sont les dates exactes pour chacun des produits qui ont été créés avec le temps. Donc le document d'origine, c'est 1605, mais ça n'est qu'un bon siècle plus tard qu'on a commencé à sortir quelque chose de ce mélange de plantes. Je crois d'abord il faut rappeler que ce sont bien les pères chartreux qui, au départ, en 1084, qui ont donné le nom finalement à ce massif. Donc c'est eux qui finalement sont au centre de cette grande aventure où les pères ont joué un rôle considérable. Ça s'est vu d'ailleurs dans toute l'histoire des pères en Chartreuse, puisque par-delà les vicissitudes du temps, eh bien, on les a vus toujours proches des habitants, défendus par les habitants, le paroxysme ayant été bien entendu 1903, où vous vous rappelez qu'il y a eu presque 5000 personnes qui sont montées à la Grande Chartreuse pour les défendre et interdire à l'armée de les chasser. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout. Je dirais plutôt exigence, et même exigence double,
Déjà celle de la rigueur due à la rédaction d'un ouvrage de ce genre. Il convenait de faire table rase des clichés qui transforment, enjolivent parfois l'histoire. Il fallait dire ce qui était à dire, révéler ce qui pouvait l'être, en ne s'encombrant pas de nos sensibilités personnelles qui auraient pu faire qu'on hésite à dire ceci ou cela en se disant est-ce que les Chartreux aimeraient ou n'aimeraient pas. Je crois que cette inquiétude-là, il fallait ne pas l'avoir parce que les Chartreux sont eux-mêmes animés d'un souci de vérité qui faisait que si on était guidé par l'authenticité, forcément ce qu'on faisait allait leur convenir. Et la seconde exigence était de ne pas renoncer à saisir le moindre petit fil qui permettait de dérouler une bobine du passé, entre autres grâce aux témoignages des anciens et à la mémoire orale qui contient nombre de réalités qui ne demandaient qu'à être mises au jour. Bon, il y a un premier point pour l'histoire, c'est que les actionnaires de la Chartreuse sont des moines, c'est-à-dire qu'ils ont fait le vœu de silence et de pauvreté. Alors ça veut dire que dans une assemblée générale, les principaux actionnaires sont très calmes. Donc c'est une première chose qui est quand même assez intéressante. La deuxième, en tant que société, a été pour moi ce qui a permis à la liqueur d'avoir une superbe aventure. C'est la façon dont les moines considèrent les investissements, l'argent, le capitalisme en général. Chaque fois qu'une décision devait être prise concernant l'avenir, concernant la fabrication, concernant la gamme, les seules questions qu'ils m'ont posées pendant plus de 30 ans, ça a toujours été est-ce que c'est bien pour notre image, est-ce que c'est bien pour la marque, est-ce que c'est bien pour l'avenir? Je n'ai jamais entendu la question combien ça nous rapporte. La seconde chose que j'ai découvert avec le temps, c'est que la liqueur, avec des aventures, avec un changement de vocation, ça a été un médicament, ça a été un digestif, ça a été une base pour cocktail, la liqueur a toujours été la même dans un monde qui changeait. Et quand vous êtes responsable marketing d'un très vieux produit, votre obligation, c'est, à mesure que les dizaines d'années passent, toujours leur trouver une nouvelle actualité. Et une nouvelle actualité parfaitement en phase avec le monde. Donc, il faut s'adapter, c'est-à-dire chercher toujours de nouveaux besoins parfaitement acceptables par l'ordre des Chartreux, et des nouveaux besoins pour le produit lui-même qui, lui, ne change jamais. Et ça, c'est la plus belle passion pour quelqu'un qui aime le marketing et qui pense que savoir utiliser la richesse du passé est la meilleure façon de construire, ça a été pour moi la plus belle des vies possibles. Pour vous la raconter, je vais vous redire un peu le contexte. Nous avons fermé la distillerie en 1989 pour des raisons qui sont évoquées dans le livre. Et nous étions nombreux à nous demander, à être à peu près sûrs de ce qui arriverait, c'est que la population de Tarragone allait nous en vouloir terriblement de fermer cette distillerie et de leur reprendre la liqueur qu'ils avaient considérée un peu comme la leur, puisque eux-mêmes, quand leurs parents ou leurs grands-parents avaient vécu avec cette distillerie proche, avec les Chartreux dans la ville, et pour eux c'était hyper important. Dans ce contexte-là, quelques années plus tard, nous avons repris petit à petit nos relations avec la mairie, les associations de quartier, la population. Et nous avons commencé à participer à les fêtes locales, à tout ce qui se passait dans la ville. Et c'est dans ce contexte-là que, en juillet, quelques années après la fermeture, j'ai été amené à aller à Tarragone pour le concours de feux d'artifice. Un ami nouveau, qui était l'adjoint au maire de la ville de Tarragone, qui était responsable des fêtes, un poste capital dans la ville de Tarragone, était responsable des fêtes, et donc qui m'a demandé de l'accompagner pour aller dire bonjour à des amis sur la plage. J'arrive avec lui, on s'adresse au premier groupe, et il leur dit « je vous amène le directeur de la Chartreuse ». Et là, il y a eu une réaction incroyable, c'est-à-dire qu'ils se sont levés, ils sont venus m'embrasser,
me poser des tas de questions. Et un d'entre eux qui est allé à la glacière, qui a sorti une bouteille de chartreuse. Les groupes autour, toutes les autres familles qui étaient là, voyant ça, se sont approchés. Ils ont tous ramené leurs bouteilles de chartreuse. Il y avait des bouteilles de chartreuse de partout. Et on s'est mis à boire de la chartreuse ensemble, en discutant, etc. C'était à ce moment-là que j'ai réalisé que la chartreuse était plus fort que tout pour eux, qu'ils pouvaient nous en avoir voulu un peu à un moment donné ou beaucoup. Pour eux, le lien avec la chartreuse était plus fort que tout et ça continuerait comme avant. Vérité et humanité. Exhaustivité et vérité. Exhaustivité, car il n'y avait jamais eu un livre qui soit une véritable encyclopédie de cette histoire de la liqueur. Vérité, parce que nous avons tous été, non pas contraints, mais déterminés à ne dire que des choses vraies. Le premier sera obstination, parce qu'il en a fallu pour arriver à bout, et aboutissement. La passion pour la liqueur, et le partage, parce que cette liqueur, d'ailleurs, si on pense à la chartreuse, le mot passion lui va très bien, puisque c'est un produit dont on ne peut pas s'intéresser mollement, vaguement, tièdement. Quand on s'y intéresse, on s'y intéresse à fond. Et tous les gens qui s'intéressent à la chartreuse, et ils sont nombreux, vraiment sont des passionnés. Et le partage, parce que la liqueur, ça se partage. Et c'est la meilleure façon de consommer cette liqueur, de la déguster, c'est avec des amis, en famille, ensemble.